Bonjour, Bonjour. vous m'entendez bien? Oui, moi c'est bon et Eh vous? ben, je vous entends parfaitement. Bonjour. Allez, c'est parfait. Bonjour. Bonjour à tous. On va peut-être attendre que plusieurs personnes se connectent du coup. Bonjour à tous, bonjour. Bonjour. Je me suis pas présentée. Je m'appelle Salomé, enchantée. Bonjour. Bon ben, Aurore. Effectivement. Bonjour à tous. Hop. Alors, paf. Bon, je pense qu'on va nous rejoindre de toute façon au fur et à mesure. Alors, je vais peut-être commencer par présenter Whisperies, peut-être pour celles et ceux qui ne nous connaissent pas encore, au cas où. Alors du coup, Whisperies, nous sommes une bibliothèque numérique pour enfants, donc de livres évidemment, de livres audio et animés qui sont aussi disponibles sur notre application mobile et sur tablette. Donc on propose des histoires pour les enfants de 2 à 10 ans et plus. Donc je suis sûre que vous pourrez trouver votre bonheur et également les histoires d'Aurore Chatra qui nous fait l'honneur d'être présente avec nous aujourd'hui. Donc encore une fois, bonjour Aurore Chatra, merci d'être là parmi nous. Merci pour l'invitation. Merci à vous. Peut-être aussi, je peux vous présenter en quelques lignes pour celles et ceux qui ne vous connaîtraient pas non plus ou qui vous découvrent. Oui, alors donc Aurore Chatras, moi j'ai découvert Whisperies, c'était en 2016. Donc je commençais à écrire en fait des histoires en fait, que je partageais avec ma fille, des petites histoires qu'on échangeait toutes les deux. Et ben, j'ai commencé à regarder sur Internet, peut-être pour publier, raconter des histoires. Et je suis effectivement tombée sur le site de Whisperies, sur lequel j'ai pu voir quelques ben, des histoires qui sont gratuites. Donc j'ai commencé à voir toute la partie animation, histoire racontée. Et bah, du coup, ça m'a un peu interpellée et bah, j'ai commencé à écrire une première petite histoire que j'ai soumise à Whisperies et que nous avons également illustré. Donc, c'était un premier, voilà, en fait, ma première histoire qui a été publiée et qui a été partagée avec d'autres personnes. Et oui, effectivement. Donc, ouais, c'était ouais, mes premières mains sur la publication, on va dire. Peut-être qu'on peut rappeler le titre de cette histoire justement pour ceux qui nous regardent. Alors, attends, Ouais. Alors, c'était La vie d'une petite goutte. c'est ça. Alors peut-être pour cette présentation, pourriez-vous nous parler de votre parcours en tant qu'auteur, parce que vous écrivez aussi pour les adultes, mais aussi pour la jeunesse. Donc vous avez un parcours assez complet. Depuis quand écrivez-vous exactement? Alors, si on repart vraiment au départ, à la genèse de l'histoire, j'écrivais quand j'étais toute petite. C'est quelque chose qui m'intéressait parce que je lisais beaucoup, en fait. J'étais une grande lectrice, donc je me suis mise moi aussi à écrire. Alors, on va dire un peu plus tard, quand j'ai commencé à écrire, vu que je lisais du Tolkien, je voulais écrire du Tolkien. Alors, c'était des grandes histoires épiques avec plein de tomes. Forcément, je suis jamais arrivée au bout. Puis après, bon, ben, quand on grandit, les études, ça change, un peu plus compliqué. Et c'est vrai que j'ai recommencé vraiment à me plonger, justement, quand j'ai commencé à avoir mes enfants, avec lesquels on partageait des histoires, où c'était justement, tu dis voilà, tu commences une histoire, il continue la phrase d'après, je reprenais, et on avançait comme ça, et on écrivait nos histoires de cette manière-là. C'est d'ailleurs, pour ceux qui connaissent ou qui connaissent pas, j'ai un livre d'auto-édition pour la jeunesse, histoire qui s'appelle Les mystères de Dollyville. Et c'est justement comme ça, le premier tome a été écrit un matin avec mon fils, où justement on a partagé cette histoire. Bon, elle a un peu évolué depuis, mais voilà, je lui donnais une première phrase, on écrivait celle d'après, enfin il écrivait celle d'après, j'écrivais l'autre. À l'époque, il avait 6 ans, donc ça commence à remonter. Et donc le parcours s'est fait vraiment petit à petit, parce que, bon, échaudé, on va dire, de ma première expérience où j'ai pas pu écrire 1000 pages d'un roman d'heroic fantasy. Donc j'ai commencé avec mes histoires sur Whisperies. Puis j'ai essayé la nouvelle, donc essayé un format beaucoup plus court où j'ai participé à des concours pour une maison d'édition qui s'appelle Nutiship, qui fait des histoires un peu décalées. Et donc voilà, donc il y avait des thèmes, c'était Ghost, après il y a eu les loups-garous, après voilà, donc j'ai eu quelques nouvelles. Et donc de la nouvelle, je me suis dit bon allez, on essaye maintenant d'aller au roman, le roman on va dire peut-être un peu plus feel good,
qui m'allait mieux que la fantasy finalement. Et j'ai soumis ma première histoire à la maison d'édition Alter, donc qui était petite. Enfin, alors la maison était petite, mais aussi mon roman, et ils m'ont aidé à travailler. C'est comme ça que je me suis améliorée petit à petit. Et je fais en parallèle. Je continue à mettre des histoires sur Whisperies, à travailler avec Whisperies, et à faire des romans plutôt pour adultes. Et je continue mon auto-édition sur les mystères de Dollyville. Beaucoup de projets, donc. C'est ça, tout à fait. Du coup, est-ce que vous diriez que au-delà de votre inspiration par Tolkien, est-ce que c'est votre rôle de maman qui a vraiment, qui vous a poussé à écrire justement pour la jeunesse? Oui, après, c'est vraiment ce qui vraiment m'a changé ma vision aussi parce que c'était intéressant de leur lire des histoires, mais c'est vrai que surtout ma fille avait beaucoup d'imagination et donc c'est elle en fait qui arrivait à me sortir un petit peu de la zone de confort et qui me faisait me poser d'autres questions et de me dire ah ben oui c'est vrai que ça n'existe pas ou ça pourrait être raconté de telle manière et c'est comme ça en fait que on a travaillé, voilà, et que ça m'a donné des idées, travailler pour la jeunesse aussi. Parce que finalement, c'était presque elle, des fois, avec sa vision d'enfant, qui me permettait de me dire, bah, tiens, ça, c'est quelque chose qui pourrait plaire. Hmm. Ah oui, parce que comment on fait pour passer du coup d'un univers heroic fantasy à justement vos romans pour adultes qui sont plutôt feel good, plutôt sur la romance, avec un petit peu comme les films de Noël, je dirais. Oui, c'est ça. Bah, alors, en fait, l'Heroic Fantasy, ça a bercé vraiment le début. En fait, c'était jusqu'à on va dire, 20-25 ans où j'étais vraiment à fond. Et en fait, c'est vraiment par période. Et aujourd'hui, alors c'est aussi le travail de maman et le travail en général aussi. J'ai plus le temps de m'attaquer à des gros tomes. Enfin, maintenant, à l'époque, si ça faisait 10 tomes, c'était mon challenge, le lire, le finir, et ça me plaisait. Là, aujourd'hui, c'est quelque chose où j'ai vraiment plus le temps. Donc, j'aime bien quand je commence un livre, pouvoir le lire assez rapidement. Et donc, le format feel good. Donc, c'est pour ça que la nouvelle aussi était bien parce que bon, ça allait mieux. Mais au niveau d'un roman, le roman feel good qui est quand même assez petit, qui se lit vite et qui est généralement en un tome, a petit à petit changé ma vision. Et c'est vrai que depuis, je lis beaucoup plus de romans de ce type-là ou de romances légères, enfin, ce genre de sujet. D'accord, très bien. Et est-ce que vous avez eu d'autres influences que Tolkien, du coup, notamment en feel good ou en jeunesse? Est-ce que vous avez eu des inspirations, des noms qui vous ont inspiré ou des livres qui vous ont marqué? Oui, alors bah, du coup, Feel Good, c'est les Sophie Kinsella, les appros du shopping qui sont quand même la référence. Et ensuite, là, sur les récentes découvertes, il y a bah, Virginie Grimaldi, Eh oui. et Marie Vareille aussi. Je trouve que c'est du feel good, mais en même temps, il y a des sentiments et des messages forts qu'elle arrive à faire passer. Donc, c'est vraiment quelque chose, c'est vraiment des romans voilà, que j'apprécie. Euh, et après, on va dire, alors quand on est auteur aussi et qu'on essaie de construire des histoires, J.K. Rowling et Harry Potter, c'est un peu aussi un incontournable du genre. Oui, c'est vrai, en effet. Et en jeunesse, est-ce que vous avez un titre qui vous vient en tête, notamment pour vos enfants, peut-être, quelque chose que vous leur avez proposé? Qu'est-ce qu'on a pu faire? Non, alors on a découvert en jeunesse. Alors maintenant, mes enfants, ils auront 10 ans, donc c'est peut-être un peu moins de la jeunesse. Mais c'est vrai que justement, ça revient à de l'heroic fantasy. Mon fils a découvert récemment, ça s'appelle Les Chevaliers des Gringoles. D'accord. Et voilà, il y a 4 tomes pour l'instant. Et il les a lus en une semaine. Et ma fille aussi les a lus aussi dans la foulée. Donc, pareil aussi, c'est un monde sur une histoire. Il y a des zombies, des yétis, des nains. Donc, tout ça dans une école avec des héros de leur âge, d'une dizaine d'années, 10-11 ans, ils ont. Et donc, je les ai lus aussi. Et vraiment, c'est bien construit. Et vraiment, c'est un rythme et c'est vraiment sympathique. Un gros succès familial, donc. C'est ça, tout à fait. Et en parlant de famille, est-ce que du coup, dans votre famille, vous avez eu des influences au niveau de l'écriture? Parce que souvent, on a des auteurs qui sont issus généralement de familles d'artistes. Est-ce que c'est votre cas ou pas du tout? Non, pas du tout. Alors pour ça, on est plus effectivement. Alors ma maman est une grande lectrice.
ma cousine aussi. Et d'ailleurs, elle me sert des fois de bêta lectrice et elle a lu tous mes romans. Je lui fais un petit coucou au passage. Et, euh, et effectivement, non, ça plus c'était moi un moyen de m'évader quand j'étais plus jeune et aussi un peu plus vieille aussi. Mais c'est plus vraiment l'influence de la lecture qui m'a donné envie de l'écriture en fait, qui m'a donné cette envie d'écrire. D'accord, très bien. Donc vous n'avez jamais suivi de formation spécifique pour l'écriture ou en littérature, par exemple? Ah non, moi j'ai fait un bac S, j'ai fait une fac de physique, alors j'ai aucun rapport vraiment avec tout ce qui est monde littéraire. Par contre, c'est vrai que je le, voilà, c'était quelque chose. J'écrivais un peu au feeling, donc petit à petit avec tous les conseils des maisons d'édition, les personnes que j'ai pu rencontrer en bêta lecteur et qui m'ont donné des conseils. À un moment, je me suis dit peut-être se poser quand même, essayer de voir. Et cette année, j'ai suivi en fait avec les comptes de formation. J'ai suivi une formation d'écriture justement en fait, pour mettre finalement de la théorie sur la pratique que je pouvais faire un petit peu intuitivement et peut-être améliorer certaines parties où j'ai un peu besoin encore de m'améliorer. Et ça vous a vraiment aidé, du coup, dans votre parcours? Alors, donc alors là, ça fait quelques mois, puisque ça fait 4 mois. Disons qu'effectivement, ça m'aide à me reposer des questions que je me posais pas forcément. Et, euh, et c'est vrai que donc la formation était intense parce que c'était en 2 semaines Ah où oui, il y avait des exercices, des leçons. Donc, en travaillant aussi la journée, c'était un peu compliqué. oui, j'imagine. Mais voilà. Mais du coup, en fait, j'y retourne quand je suis en train de travailler. Quand je travaille un personnage, je retourne à revoir la formation, plus de 3 livres que j'ai sous le coude. Et voilà. Et à chaque fois, c'est à chaque partie, en fait, à chaque étape de la création, je me réfère, en fait. C'est plus dans ce sens-là, voilà, où vraiment ça m'aide à progresser. D'accord. Et justement, est-ce que au cours de vos années du coup d'expérimentation, vous avez rencontré des difficultés du fait de ne pas avoir suivi de formation ou tout simplement dans votre parcours d'auteur vis-à-vis des maisons d'édition, ce genre de choses? Alors, aujourd'hui, c'est vrai qu'on a quand même un avantage. C'est que il y a beaucoup de maisons d'édition, donc ça laisse aussi des opportunités à des auteurs peut-être moins connus, parce que quand même, le monde de l'édition, c'est quand même un monde qui est assez fermé. Quand on n'a pas un grand nom, c'est compliqué aussi d'arriver à pousser certaines portes. Donc effectivement, là, donc j'ai eu quand même de la chance d'avoir des personnes qui m'ont aidé et qui ont accepté de me donner une chance sur mes romans. C'est vrai que, on va dire, en grandissant et en devenant, enfin, voilà, en affûtant la plume, on a envie d'essayer d'aller taper un peu plus haut dans des maisons peut-être plus connues. Là, c'est vrai que c'est compliqué parce que la porte est fermée et si on n'a pas, alors en plus, depuis un an, c'est encore plus compliqué. Le monde de l'édition, est quand même plus fermé. Voilà, quand on n'a pas peut-être un nom ou quelque chose, ou alors la plume ou le sujet magique, des fois ça passe pas. Mais aujourd'hui, c'est vrai que pour les auteurs un petit peu en herbe, je leur dirais, il faut en profiter. Il y a des maisons d'édition voilà, qui demandent pas à ce qu'on soit Guillaume Musso de suite et qui misent sur des histoires qui peuvent, voilà, qui les interpellent. Et je sais que moi, sur mon premier roman, donc que j'ai soumis, qui a été publié en 2017, qui s'appelait Un portable, un charreau et un inconnu. On y a travaillé pendant des semaines avec ma maison d'édition, parce qu'il était finalement tout petit au départ. Et ils ont pris le temps de faire remarque après remarque et de m'aider à grandir. Et petit à petit, c'est comme ça aussi que maintenant, j'ai quelque chose d'un peu plus consistant quand j'écris, même si j'ai encore des défauts dans ma plume. Mais ça aide vraiment et ça a vraiment été voilà, une chance pour pouvoir avancer et voilà, et réaliser un rêve parce que pour les personnes qui écrivent, être édité, c'est aussi réaliser un rêve, avoir son livre à la main. Eh oui. C'est magique quand même. C'est un rêve de petite fille pour vous, du coup? Oui, ça l'était, oui, depuis que j'étais toute petite. C'est vrai que. Non, mais déjà, avec enfin, la première fois où j'ai pu voir sur Whisperies la petite goutte avec les petites animations, l'histoire racontée aussi, c'était avec la voix, tout ça. Déjà, c'était magique, quoi. Je l'ai poussé à tout le monde était au courant de cette, voilà, de cette petite avancée.
Ouais, oui, mais justement, j'allais vous poser la question, est-ce que vous auriez des conseils pour se faire connaître en tant qu'auteur? Donc, vous y avez déjà un petit peu répondu, donc je peux me permettre de rebondir sur votre activité sur Fictia, pardon, qui est un petit peu un genre de Wattpad pour ceux qui connaissent. Et est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cette expérience, de ce que ça vous a apporté du coup? Alors, ouais, alors Fixia, c'est tout récent, ça date d'il y a, on est quoi, même pas 2 mois. Euh, Disons que c'est tombé un peu par hasard parce que j'étais un peu dans un creux, je savais plus trop, je venais de finir un manuscrit euh, voilà, qui comptait pour moi et je savais plus trop comment rebondir. Et j'ai vu ce concours qui était alors un concours feel good, donc c'était génial, qui s'appelait l'effet papillon, donc une première, on va dire aventure qui entraîne effet domino d'autres et qui change la vie de l'héros, enfin, du héros, des personnages en tout cas. Et en fait, je l'ai su une semaine avant le début du concours. Ah oui, d'accord. Donc Pixia, c'est vraiment une plateforme. Voilà, c'est pas comme Wattpad, c'est vraiment une plateforme. Alors, on peut poster hors série, ce qu'ils appellent, en dehors de concours, mais c'est vraiment des concours. Ils organisent des concours, et là, c'est le concours Feel Good. Ceux qui ont le plus de votes font partie alors des 4 finalistes, et après, il y a les coups de cœur du jury Fixia, où ils repêchent 3 à 4 finalistes, et donc sur ces 8, après, c'est là où c'est décidé pour pouvoir gagner le concours d'édition. Et du coup, je me suis dit, bah, tiens, pourquoi pas. Donc en une semaine, il a fallu que je trouve une trame, une idée, un effet papillon déjà, qui était un peu compliqué à trouver, et essayer cette nouvelle aventure. Et je trouve que c'est vraiment intéressant parce que pour plusieurs choses. Alors déjà, on a un nombre limité de caractères. Ah oui. Donc ça permet aussi de structurer, voilà, on peut mettre qu'entre 1000 et 7000 caractères à chaque chapitre. Donc ça permet aussi de structurer ses chapitres et de ne pas partir n'importe comment. Et aussi, à chaque fois, ça oblige un petit peu aussi, alors on va pas faire à chaque fois, mais un cliffhanger à la fin de chaque chapitre pour que la personne qui lit continue à lire le chapitre d'après. Et c'est pareil aussi, comme ça marche sur un système de vote, pour pouvoir débloquer le chapitre d'après, il faut avoir un certain nombre de votes. Mm. Donc il faut attirer voilà, des lecteurs. C'est aussi une plateforme coopérative, donc il faut lire aussi ce que font les autres pour pouvoir échanger. Ça nous permet ça permet aussi d'avoir des retours en direct, parce qu'il y a des commentaires qui sont faits. Donc, par exemple, alors peut-être que certains l'ont lu ou pas, mais j'ai un personnage. J'ai le chien de l'héroïne qui s'appelle Chaton, qui devait juste être là pour lui. C'était lui qui faisait l'effet papillon. Et en fait, tout le monde dans les commentaires dès le premier chapitre, oh, il est trop génial, il est trop bien le chaton, c'est trop bien, etc. Bon, finalement, Chaton, du coup, quand il n'est pas là, tout le monde me le demande. Donc, finalement, il reste. Donc, c'est vrai que ça permet aussi, des fois, quand on a un petit blocage, on ne sait pas trop quoi écrire, bon, ben, ça permet aussi, des fois, grâce aux commentaires, de rediriger aussi vers ce qui intéresse les lecteurs. Donc, c'est vraiment une plateforme intéressante. Je pense que, bon, alors après, il faut que le thème plaise, il faut trouver, hein, puisque, voilà, souvent, c'est de la romance, de la new romance, hein. On va dire un concours sur 2, sur 3 de ce que j'ai vu. Mais je trouve que c'est vraiment une expérience intéressante. Oui, du coup, j'imagine que ça vous a rapproché un petit peu de vos lecteurs, ou peut-être que vous avez pu faire même des rencontres avec d'autres créateurs à ce moment-là. C'est ça, voilà, en ce moment, ça fait beaucoup d'échanges puisque après il y a des groupes Facebook, donc ça permet aussi d'échanger avec d'autres personnes, d'autres auteurs, et ça permet de découvrir aussi la plume d'autres auteurs qu'on Mm. connaissait pas forcément, et pareil aussi qui sont édités, donc c'est aussi l'occasion quand on accroche sur une plume, d'aller aussi découvrir d'autres romans. Oui, c'est sûr. Non, puis ça doit vraiment vous guider aussi dans votre écriture. Ça doit être un véritable challenge pour vous de garder vos lecteurs. C'est ça, ouais. Et puis en plus, comme il faut pas tout dévoiler, on ne peut Alors déjà, c'est un temps limité, puisque c'est 3 mois, là, le concours, et on doit en dévoiler que 40 ou 60% de l'histoire. Ah oui. Donc il faut aussi qu'à un moment, on se dise quand est-ce que j'arrête, mais tout en continuant quand même voilà, à mettre assez de chapitres pour tenir sur la longueur. Donc c'est aussi un petit challenge aussi à ce niveau-là. Donc ça fait écrire différemment de ce que j'avais l'habitude, où je m'étais donné une rigueur, où tous les soirs j'écrivais pendant 1 heure. C'est vrai, voilà. Après ça, avec un travail et une famille, ça commence à être fatigant d'essayer de tenir ce rythme-là. Donc là, au moins,
j'écris quand j'en ai envie, c'est plus libérateur, on va dire. Mm. Et je poste, de toute façon, puisque si je poste tous les jours, de toute manière, à un moment, je vais être bloquée. Je vais pas avoir assez de likes. Donc, dès que c'est débloqué, ça me permet aussi de me laisser du temps à écrire et à réfléchir. Ah oui, 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 j'imagine. Et justement, j'allais vous poser la question, est-ce que vous avez des rituels d'auteur? Est-ce que vous avez des conditions particulières dans lesquelles vous aimez écrire? Justement, vous parliez de cette heure tous les soirs où vous travaillez. Ouais, Est-ce que vous avez tout à fait. d'autres Alors, choses? le premier roman, en fait, je venais de lire Miracle Morning. Je sais pas, pour les personnes qui connaissent, c'est par rapport à notre rituel habituel, c'est se réveiller une heure plus tôt Ah et oui. profiter de cette heure-là pour faire un peu de sport, alors écrire, méditer, etc. Donc le premier roman, je l'ai écrit de cette manière-là, mais ça a été un rythme pareil, se lever à 5h30 le matin, ça commençait à faire tôt pour entamer la journée. C'est vrai que ça m'a beaucoup aidé et finalement, c'était pareil aussi, c'était un peu frustrant parce que quand après tout le monde se réveillait, il fallait que j'arrête. Si j'étais en train d'écrire une scène, un chapitre, fallait que je m'arrête. Donc je me suis dit vu que le matin, ça m'allait pas trop. Mm. Et donc je préfère le soir, une fois que tout le monde, que les enfants sont couchés. Voilà, je préfère. Ça, finalement, c'est un rythme qui me va. Comme ça, je m'arrête quand j'en ai marre et pas forcément une heure pile poil. Mm. Donc voilà. Après, je travaille avec la télé. Ça me gêne pas d'avoir du bruit de fond. Par contre, je ne sais pas travailler en musique. Alors, je sais qu'il y a souvent des auteurs qui montent leur playlist, qui disent, voilà, moi, quand je mets de la musique, j'ai tendance à chanter et du coup, j'écris pas. Donc, c'est impossible pour moi d'arriver à écrire quand je mets des chansons. Donc, voilà, un bruit de fond, ça va, mais pas de la musique. C'est D'accord. plutôt drôle. Mais Oui, c'est voilà. étonnant. C'est ça. Donc, moi, je peux jamais proposer de playlist ou vous dire, j'ai écrit ce roman avec cette playlist parce que je peux pas. Bah, écoutez, à chacun son petit rituel. C'est ça, tout à fait. Et pour revenir un petit peu à votre style d'écriture, vous disiez du coup que donc Fictia vous a aidé à changer votre façon d'écrire. Est-ce qu'avant ça, du coup avant cette expérience, vous aviez déjà tenté de sortir de votre zone de confort justement en vous lançant des challenges? Vous parliez de vos enfants juste avant également. Comment vous avez développé un style qui vous satisfait? Alors en fait, j'ai commencé effectivement par le feel good et après, alors un peu malgré moi non, mais il y avait un concours de romance de Noël qui avait été organisé. Vu que je suis fan de tout ce qui est téléfilm de Noël, je me suis dit tiens pourquoi pas. Moi aussi. Et et du coup j'ai sorti donc ça s'appelle un roman qui s'appelle Un amour de Noël. Et donc, je suis dans une maison d'édition et on a des fois des clauses de préférence. C'est-à-dire, quand on signe un contrat, la maison d'édition nous demande sur certains types, donc là, c'était une romance, donc sur la romance, de leur présenter en priorité les romans. Et comme je savais pas trop, en fait, si mes romans, c'était de la romance pure, pas trop, etc., je me suis dit, bon, je vais enlever cette clause assez rapidement. Et donc, pendant 2 livres, j'ai écrit de la romance. Et je me suis rendu compte, et c'est là où je me suis un peu, enfin, pas perdue, mais c'est là où je suis un peu sortie de ce que j'avais l'habitude de faire et ce que j'aimais bien, parce que finalement, la romance, c'est pas pour moi. Donc, un petit côté romantique dans l'histoire, c'est bien, mais la romance pour la romance, moi, j'y arrive pas trop. Et donc, c'est là, voilà, où j'ai un petit peu divergé. Et avec ce concours, vraiment, je me suis remise vraiment dans ce que j'aime, tout ce qui est, voilà, feel good, un petit peu des héroïnes un peu décalées, qui se prennent pas la tête. Et voilà, c'est vraiment ce qui m'intéresse. Et donc, c'est là où je me suis un peu retrouvée. C'est là où ça fait du bien. Oui, j'imagine, je comprends. Vous avez aussi C'est ça. écrit, il me semble, un roman où il y a un petit peu de romance, mais une enquête également. Et d'où vous est venue peut-être cette idée Oui, alors là, c'est pareil aussi. Oui, j'ai voulu m'essayer au Cosy Mystery parce que j'aime bien les romans policiers. Alors, j'aime bien, alors, pas trop les thrillers, je suis plus roman tel par Agatha Christie, où justement on essaye au fil des pages de trouver qui c'est qui a pu commettre le meurtre. Et donc, je me suis dit, tiens, pourquoi pas essayer? J'ai réussi à mener le projet au bout, mais compliqué. Ah, C'est arriver à distiller des indices. Je pense, là, c'est vraiment une méthode de travail qui aujourd'hui, voilà. Des fois, quand j'écris vraiment quand ça me passe par la tête, comme je le sens, suivant mon humeur. Là, il faut vraiment, je pense, avoir une rigueur que j'ai pas suffisamment.
pour arriver donc à distiller, à mettre des informations pour que finalement on se dise à la fin, ben oui, en fait, ça y était dès le départ, on pouvait le savoir. Et sans divulguer trop tôt aussi ben voilà, le fil conducteur de l'histoire. Oui. Et oui, du coup, Donc, pas un exercice c'est ça. facile. Tout à fait. Et du coup, on l'évoquait plus tôt, est-ce que vous avez un auteur favori, si on devait en citer qu'un? Hum, Ou Si on qu'une? devait en citer qu'un ou qu'une, ouais, je suis en train de réfléchir. Ceux que j'ai tendance à relire souvent, assez régulièrement, c'est les Jane Austen. Eh oui. Orgueil et préjugés, c'est une fois par an, voire deux fois par an, donc à où raison et sentiment. Donc c'est pareil là aussi, c'est un rêve de pouvoir écrire un roman un peu historique, peut-être dans cette période-là de l'Angleterre. Mais pareil aussi, ça reste une idée dans un coin de mon cerveau, mais c'est pas encore, j'arrive pas encore à la mettre en œuvre. Peut-être un projet à venir. C'est ça, tout à fait, Bon, en attendant, vous savez quoi lire cet été, du coup, hein. Jane Austen. c'est ça. Et on va peut-être parler un petit peu plus de la jeunesse, du coup, si vous le permettez. Oui. Pour vous, qu'est-ce qu'une bonne histoire pour enfants? Ça, c'est une bonne question. Mm. Alors, une bonne histoire pour enfants, je pense que c'est oui, une histoire qui arrive à les transporter et vraiment dans lequel ils s'identifient, ils arrivent vraiment à se dire que voilà, qu'ils peuvent être le héros, que voilà, moi je sais que le pari est réussi. Alors quand mes enfants lisent un livre, quand après, ben, ils jouent autour de ce livre à côté. Hmm. Quand voilà, c'est vraiment et vraiment, c'est vraiment, vraiment cette immersion, moi, je le vois à travers mes enfants. Quand j'ai mon fils ou ma fille qui arrive avec son livre à la main, ah, maman, maman, regarde, il y a eu ça, il y a eu ça. Donc, je trouve que c'est voilà, quand vraiment on arrive à se mettre vraiment à leur place et à leur raconter une histoire qui leur parle. Parce que raconter, quand on est adulte, une histoire à un adulte, bon, ben, on a nos vies, on a ce qui peut arriver, on sait ce qui peut toucher. Mais c'est vrai que dans le monde des enfants qu'on oublie peut-être qu'on a un peu oublié, on ne sait pas trop qu'est-ce qu'aujourd'hui peuvent toucher les enfants. Donc, Hmm. quand on arrive vraiment à les faire réagir, à les faire rentrer dans un autre monde, ou nous rentrer dans le leur, je pense que c'est là le pari est gagné, quoi. Et du coup, quelles sont pour vous les difficultés que vous rencontrez quand vous écrivez une histoire pour enfants? Est-ce que c'est justement de trouver ce qui va les toucher? Oui, c'est ça. Je pense qu'aujourd'hui, c'est vraiment de se dire, je vois ça avec mon œil d'adulte. Est-ce que ça va toucher un enfant ou est-ce que ça va être voilà un peu trop haut pour eux ou est-ce que ça va alors le problème c'est qu'il faut aussi garder un vocabulaire, faut pas non plus infantiliser parce qu'il faut quand même que l'histoire leur apporte voilà du vocabulaire, que les rentrer dans enfin faire un vrai monde, faut vraiment leur créer un monde et c'est vraiment cette frontière là qui est compliquée aujourd'hui entre se dire ben oui est-ce que voilà, les enfants vont rentrer et ils vont adhérer à ce monde-là, pas trop compliqué, mais pas trop adulte non plus, parce qu'il faut quand même leur laisser un petit peu leur monde aussi de rêve, quoi. Oui, c'est sûr. Et du coup, est-ce que vous préférez écrire pour les enfants ou est-ce que vous avez une préférence pour les adultes? Alors, je me suis finalement retrouvée peut-être plus malgré moi à écrire pour les adultes, parce que, pareil aussi, toujours, alors peut-être maintenant c'est quelque chose avec effectivement le concours Fixia où j'ai un petit peu changé de mindset. Parce qu'à un moment, c'était l'édition à tout prix. Et c'est vrai que l'édition dans la jeunesse, c'est beaucoup plus dur finalement que l'édition, c'est beaucoup plus fermé que l'édition chez les adultes. Et donc petit à petit, c'est pour ça aussi que les Dollyville, je les ai édités, auto-édités, parce que ben, en fait, j'ai pas réussi à trouver une maison d'édition qui était prête à faire le pari de cette histoire. D'accord. Et donc voilà, ça a un petit peu. Alors et après l'auto-édition, c'est compliqué. Enfin, il y a beaucoup de choses à gérer. Et donc, c'est pour ça que bah, petit à petit, j'ai bifurqué alors que j'avais, sur ce monde-là, en fait, j'avais créé plein de. En fait, c'était dans une même ville où il se passe des phénomènes étranges. Il y avait plein d'enfants et chacun avait son histoire. Donc, ils se croisaient tous un Mm. peu à la méthode d'un dessin animé, mais chaque enfant avait son histoire. Donc là, moi, j'en ai fait trois. Et c'est vrai que le manque de temps, j'ai pas continué alors que j'en avais six ou sept derrière de prévu. D'accord. Donc
C'est voilà, c'est un petit peu. Alors je me dis peut-être un jour, hein, puisque pareil aussi, mon fils, quand il a lu le tome 3 au moins, il a dit: «Oh maman, tu sais pas quoi?» J'ai dit: «Mais c'est moi qui l'ai écrit, donc oui, je sais ce qui se passe.» Mais Du voilà, coup, le voir s'extaser comme ça, c'était voilà, c'était un peu une fierté. Mais je pense qu'un jour, enfin voilà, il faudra que je m'y remette et que j'avance aussi là-dessus sur ces sujets-là. oui. Mais c'est vrai que dans les maisons d'édition jeunesse, il y en a beaucoup, beaucoup de petites maisons aussi. Et c'est pas évident, Mhm, souvent, de parier sur c'est un ça, ouvrage, ouais. Effectivement. tout à fait. Et du coup, pour continuer peut-être un petit peu sur les petites maisons d'édition, vous avez publié chez Whisperies, donc sûrement nos auditeurs ont déjà lu certaines de vos histoires, comme Le jour de Valentin, Ombeline la petite sorcière ou Henriette la moufette, par exemple. Est-ce que vous pouvez nous expliquer peut-être les étapes de création sur Whisperies, qui vous a plu ou déplu parfois aussi? Comment ça s'est passé pour vous? Alors sur Whisperis, donc comme je disais, vraiment la première histoire, ben, je l'ai postée et effectivement le problème c'est que j'avais pas d'illustrateur. Mm. Donc c'est vrai que ça sur Whisperis c'est un peu le problème, c'est que c'est un peu des fois compliqué de trouver des illustrateurs. Maintenant il y a Laura, quand j'ai une histoire, je lui pousse et puis quand elle peut trouver, c'est vrai que c'est beaucoup plus simple, mais au début. Et donc en fait, ben, finalement on l'a illustré en famille. Donc c'est moi et mon mari qui avons fait les petites, voilà, les premières illustrations. Et donc c'était vraiment, bon, ça a été du travail, c'était compliqué un petit peu de prendre l'outil, mais l'outil en main. Mais après, c'est vrai que voir l'histoire bouger, c'était vraiment vraiment sympa. Et après la mise, voilà, en audio aussi. Ça c'était voilà la première satisfaction quand ben, je l'ai poussé, ça a été accepté et que ça a été édité. Donc c'est vraiment vraiment ces sujets-là. Après, effectivement, c'est vrai qu'après l'expérience sur Whisperies a été un peu différente parce que bah, j'ai continué sur des histoires qui sont illustrées donc par moi et mon mari. Mais en même temps, effectivement, j'ai eu la chance de collaborer avec des illustrateurs qui ont beaucoup de talent tous. C'était tous différents, mais c'était vraiment bien. Et récemment, l'histoire de Pénélope, c'est quelque chose qui a démarré il y a un an et finalement, bah, l'illustratrice n'avait pas trop eu le temps. Mais un jour, elle m'a écrit en me disant: «Me voilà, tout est fait.» Voilà, ça a été la surprise en fait en me disant bah, «Écoute, si tu es toujours d'accord.» J'ai dit: «Bah oui, l'histoire est prête, il n'y a pas de problème.» Donc là, des bonnes surprises comme ça et avec des illustrations qui sont vraiment, vraiment sympathiques. Donc je trouve que c'est vraiment intéressant. J'y passe pas assez de temps. Je sais qu'avec Laura, il y avait un projet, je lui ai parlé, j'ai un début d'histoire, j'arrive pas à la terminer, donc mais j'y tiens, et je la ferai, je la finirai. Mais effectivement, Whispery, c'est quand même été la première plateforme qui m'a donné ma chance, donc j'aime bien aussi revenir de temps en temps et pouvoir pousser des histoires et pouvoir les partager. C'est sûr. Après, il faut le temps qu'il faut, comme on dit, pour avoir un beau résultat. Et justement, est-ce que vous avez aussi publié en papier? Vous parliez un petit peu plus tôt de votre découverte également de l'écriture sur le numérique, le support numérique. Est-ce que vous avez une préférence aujourd'hui ou tout simplement est-ce que vous avez des changements qui ont été positifs sur votre écriture par rapport au support numérique? C'est-à-dire, je comprends pas la question. Vu que vous avez publié sur Whisperies des histoires pour enfants Oui, d'accord. qui sont numériques, est-ce que vous pensez que ça a apporté quelque Ah oui, chose à votre écriture, par ah oui, exemple? oui, oui, bah, ça aide puisque je pense que, comme je disais, ça ouvre plus de portes aujourd'hui et ça permet aussi bah, de finalement de relever de nouveaux challenges. C'est vraiment intéressant à ce niveau-là puisque le numérique apporte bah, beaucoup plus puisque c'est vrai que le Saint Graal, c'est le livre papier dans une grande surface, dans une librairie. Enfin bon, ça c'est le Saint Graal, mais finalement voilà, d'être sur des plateformes et d'avoir aussi un numérique, je trouve que c'est bien. Et c'est vrai que la différence, enfin, parce que moi, Whisperis, je le mets vraiment à part parce que c'est vraiment une plateforme à part sur lequel vraiment il y a tout un univers autour qui est pas juste, bon, c'est un e-book et puis c'est ça. C'est vraiment tout ça, il y a l'audio, maintenant il y a le fait que ben, enfin, le côté anglais, enfin maintenant il y a les traductions, le syllabé, donc je trouve que
vraiment, c'est tout ce qu'il y a autour qui fait que, effectivement, pour moi, c'est plus que juste du numérique, en fait. Donc, et Merci. ça ouvre, ouais, c'est vraiment, ouais, non, mais c'est, enfin, moi, c'est vraiment quelque chose, c'est vraiment un concept que j'adore vraiment et je trouve que pour les enfants, enfin, moi, mes enfants, ils regardent assez régulièrement et ils aiment beaucoup, donc, c'est vraiment un très beau concept, je trouve. Et je crois que vous en parliez un tout petit peu au début, mais je crois qu'on n'avait pas développé sur la découverte justement de notre maison d'édition. Comment ça s'était passé pour vous dans les années Ouais, alors, 2016, je crois que vous m'aviez dit. 2015, ouais, c'est ça, 2015 ou 2016. J'ai dit vraiment par hasard, je cherchais maison d'édition pour jeunesse et voilà, vraiment c'est Google qui a amené vers Whisperies, c'est tout bête. Et effectivement, j'ai commencé à regarder la plateforme. C'était quoi? Il y avait deux, trois histoires de dispo à l'époque, parce que je pense que c'était pas très loin du démarrage aussi de Oui, peut-être de la oui. plateforme. À cette époque-là, il y avait une histoire de Laura et il y avait deux histoires de Jean de La Fontaine. Il y avait les fables, etc. C'était le tout début. Et c'est ça, tout à fait. Et du coup, c'est vrai que j'avais commencé à regarder et j'avais vraiment aimé le concept. Je trouvais ça. Et puis, mes enfants étaient beaucoup plus petits à l'époque, donc ça leur parlait. Quand ils se connectaient, ils allaient sur Whisperies, ils regardaient les images, enfin voilà, parce qu'ils savaient pas encore lire, donc ça bougeait, il y avait de jolis dessins, donc c'est vrai que c'était plus que qu'un simple, voilà, qu'un livre papier qu'ils avaient. Alors en plus, comme ils avaient tendance aussi, pour être honnête, à abîmer un petit peu les livres, et ça j'aimais Ouais. pas trop. Au moins ils étaient, voilà, ils avaient la tablette à côté de moi et au moins ils pouvaient profiter de leurs histoires sans abîmer les livres. Et donc vraiment, voilà, ça a été vraiment un hasard, mais un très beau hasard du coup, puisque ça a été ma première expérience de publication. Mais parfois, le hasard fait bien les choses, hein. C'est ça. Alors peut-être après, on a des questions un petit peu plus diverses et variées. On parlait un petit peu plus tôt justement de cette année compliquée à cause de la crise sanitaire. Est-ce que vous l'avez ressenti, enfin, est-ce que vous avez ressenti justement en tant que auteur quelque chose de un peu difficile ou est-ce que au contraire le support numérique ça vous a plutôt servi durant cette année? Non, ça a été compliqué. Alors, parce qu'elle a été compliquée côté personnel, enfin côté travail, on va dire de la vie réelle. L'année a été très compliquée. Non, et on en voit maintenant enfin, moi, je sais que j'ai deux romans en fait qui ont été décalés, qui devaient sortir donc courant d'année 2020, un en mars, l'autre en juin. Finalement, ils ont été décalés, décalés, décalés. Ils ont finalement été sortis les deux en même temps. Ça, c'était un peu dommage aussi. Et la veille du second, je sais plus maintenant les nombres de confinement, mais du confinement de novembre 2020, donc vraiment le second. Du coup, toutes les librairies ont refermé. Oui. Du coup, voilà, ça n'a pas eu l'impact que ça avait pu avoir. Donc, c'est là où effectivement, je trouve que le numérique apporte parce que mes livres papier, finalement, ils étaient dans des librairies qui étaient fermées. Donc, personne n'a pu, voilà, a pu en profiter. Et alors que le numérique a pu continuer à vivre. Donc ça a vraiment été, je pense, pour les auteurs et pour les maisons d'édition, même et surtout les petites, une grande chance de pouvoir continuer à sortir, à diffuser et à continuer à satisfaire leur lectorat. Parce que voilà, côté papier, on a été un peu bloqué pour un achat. Voilà, pour un achat, je vais en librairie, je connais pas trop, j'achète Oui. sans dire je commande sur Internet et je me fais livrer. Surtout quand voilà, on est des auteurs pas forcément connus et attendus. Donc ça a vraiment été. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on voit que certaines maisons d'édition sont plus frileuses aujourd'hui parce qu'on n'en est toujours pas vraiment sorti Mm. et c'est compliqué. Voilà, les soumissions de manuscrits. Et voilà, en ce moment, c'est beaucoup de refus. Enfin, pour ma part, j'ai eu pas mal de refus. Oui. Donc voilà, c'est juste, il faut peut-être un peu laisser passer la période et voir comment. Et c'est pour ça que finalement, c'est là où, comme on disait tout à l'heure, Fixia, ça m'a aidé parce que finalement, je suis repartie d'un autre pied sur un concours voilà, avec de l'interaction de suite, des chapitres par chapitre. Donc c'est vraiment bien. Mm. Et justement, est-ce que vous souhaitez nous parler un petit peu de la théorie de la crêpe au chocolat? Oui, alors la théorie de la crêpe au chocolat, donc c'est l'histoire de Bertille, qui est quelqu'un d'assez renfermé, qui vit dans son immeuble mais qui parle pas à ses voisins, qui vit sa vie, qui aime pas forcément les gens.
Et un jour, son chien, donc il s'appelle Chaton, donc ça au moins elle a mis tout ce qu'il fallait, en fait, la bloque sur sa terrasse. En fait, elle l'enferme sur sa terrasse et elle passe, donc pour essayer pour s'en sortir, elle passe côté son voisin et son voisin à ce moment-là fait une crise cardiaque et donc elle le sauve. Et à partir de là, elle devient un peu l'héroïne autour d'elle. Et malgré elle, les gens commencent à venir la voir, à lui parler, et voilà. Et petit à petit, elle s'ouvre aux autres, même si elle reste fermée. Enfin, au départ, elle reste un peu fermée. Elle est un peu obligée, contrainte, de s'ouvrir aux autres, et voilà. Et petit à petit, de changer et d'accepter finalement que les autres puissent faire partie de sa vie. Eh bien, que de rebondissements. Voilà, Et c'est ça. qu'est-ce qui vous a inspiré justement pour l'héroïne, enfin pour cette histoire? En fait, ça a été vraiment, il a fallu vraiment le trouver en une semaine parce que le concours démarrait. Ça a vraiment été, bon, qu'est-ce que je prends comme effet papillon? Je voulais pas quelque chose d'ordinaire comme la fille qui découvre que son copain la trompe. Ça c'est souvent, en fait, dans les feel good, c'est souvent le point de départ. Ou alors une personne qui décède et on va réaliser son souhait parce qu'il y a une liste, etc. De soit réalisé. Vraiment, je voulais quelque chose d'un peu original. Je sais pas, l'idée du balcon, voilà, traverser le balcon, se trouver chez le voisin, ça avait été un peu passé par la tête à ce moment-là, un peu brainstormé, j'ai mis des post-it un peu de partout avant de me dire, bon, par où je vais, et puis c'est comme ça, en fait, que l'histoire a démarré. Oui, parce Et que petit à petit, c'est vrai que, elle évolue parce que c'est pas comme ça que ça, il y a des personnages qui, au départ, devaient pas rester trop longtemps, qui maintenant sont là parce que ça plaît au lecteur, parce que finalement, alors ça, les auteurs le connaîtront, des personnages qui s'incrustent, voilà, qui petit à petit font leur petit chemin. Et voilà, et donc petit à petit, ça se construit, peut-être différemment de ce que j'avais pensé au début, mais ça évolue. Donc c'est sympa. ah oui. Et du coup, pour revenir à votre technique de travail, quand vous écrivez une histoire, vous avez par exemple des post-it partout, ou est-ce que c'est très organisé? Est-ce que vous avez un carnet? Je sais Non, pas. alors, alors, je prends toujours, alors ça c'est aussi un truc, j'ai toujours un carnet, j'écris trois quatre pages, puis après je l'oublie. Dès que je commence à écrire, après c'est... alors jusqu'à maintenant, j'étais plutôt du style à écrire quand l'idée me venait, et après, du coup, ça faisait un puzzle où il fallait remettre tout en place. Donc là, je suis obligée quand même avec Fitia de mettre une rigueur parce que je peux pas écrire un chapitre qui m'intéresse pour dans trois ou quatre chapitres d'après. Donc ça m'a obligée à quand même écrire une trame. C'est aussi là où, effectivement, ce que je disais au départ, je manque un peu de rigueur. Donc là, maintenant, effectivement, je m'oblige à au moins créer quelques lignes de mon personnage, enfin, connaître au moins 4-5 trucs, une dizaine d'infos sur mon personnage. Et après, essayer quand même d'écrire une trame pour écrire vraiment dans l'ordre. Et c'est D'accord. vrai que Fixia m'y oblige parce que je peux pas faire autrement en fait. Oui. Alors que d'habitude, souvent, en fait, c'est souvent le problème, c'est que j'ai rarement la fin. Donc j'ai le début, j'ai deux, trois scènes fortes au milieu. La fin, elle vient un peu plus à la fin, c'est sûr. Mais après, voilà, j'avais tendance à écrire ces scènes-là et puis à remplir au milieu. Donc là, maintenant, c'est vrai que c'est une rigueur où il faut écrire un plan et donc, voilà, effectivement, je me note les idées quand elles viennent, pour pouvoir après les remettre. Mais ça, je suis pas forcément quelqu'un de très organisé. Après, chacun sa technique, hein. C'est ça, mais du coup, ça oblige peut-être par rapport à d'autres personnes à retravailler peut-être deux, trois fois, là où les personnes, parce que deux fois, je suis obligée de tout refaire, tout remettre dans l'ordre à des instants. C'est un peu la différence. C'est sûr. Et du coup, vous êtes plutôt écriture sur papier ou est-ce que vous écrivez sur ordinateur? Ouais, ouais, non, sur l'ordinateur, le papier. En fait, quand je commence à écrire, j'écris sans réfléchir. Et du coup, il y a plein de fautes d'orthographe, les mots sont pas forcément bien écrits. Et je me suis rendu compte que quand j'écris à la main, c'est trop lent, en fait, par Hmm. rapport à mes idées. Donc, je préfère taper à l'ordinateur. J'écris vraiment quand je pars en vacances et que je peux pas amener l'ordinateur. Mais maintenant, en fait, avec le téléphone, il suffit d'avoir quelque chose pour noter. On peut aussi taper de suite, mais c'est vraiment plutôt numérique que papier. D'accord. Et du coup, je vais revenir aussi sur quelque chose que vous avez mentionné, le fait que vous n'êtes pas auteur à plein temps, du coup, et comment vous gérez votre vie d'auteur justement à côté de votre vie professionnelle, vie familiale. Compliqué parce que je suis pas une adepte des réseaux sociaux. C'est pas et donc enfin c'est vrai quand on n'est pas trop connu, faire sa pub sur Facebook, sur Instagram, c'est quand même quelque chose d'important.
C'est assez compliqué, j'avoue, parce que en plus c'est pas quelque chose que je fais naturellement et je préfère quand j'ai du temps écrire plutôt que faire voilà, donc j'essaye en ce moment de faire des visuels pour mon histoire Canva, des choses comme ça, mais c'est vrai que c'est vraiment dur parce que j'ai pas beaucoup de temps. J'ai le soir 1 heure et demie grand max. C'est vrai que je préfère écrire plutôt voilà, que de faire de la pub ou de parler. Mais je pense que c'est quelque chose sur lequel il faudrait que je m'améliore aussi parce que ça aide aussi, quoi. Et c'est important. Et puis j'imagine qu'un jour, vous souhaitez peut-être être auteur à plein temps, justement. Ah, ça, je pense que c'est le rêve de beaucoup d'auteurs. Pour l'instant, c'est vrai que c'est compliqué. Mais oui, si jamais un jour il y a l'opportunité, c'est vrai que ce serait bien. Et sur un tout autre sujet, du coup, on revient aux questions un peu diverses et variées. Oui, Est-ce pas de que problème. vous avez des projets dont vous souhaiteriez nous parler en dehors, du coup, de la théorie de la crêpe au chocolat? Pour l'instant, c'est vrai que comme je disais, j'étais un peu dans un petit creux de la vague, donc j'avais pas forcément d'idée. Je m'étais dit l'année 2021, c'est l'année des concours. Donc le concours Fixia, je m'étais dit en début d'année, il faut que j'en fasse au moins deux. C'est vrai que j'en ai participé avec une amie à un concours. Bon, on n'a pas forcément gagné, donc on a une petite histoire qui est justement une histoire jeunesse qu'il faut qu'on voit qu'est-ce qu'on va pouvoir en faire. Euh, Voir comment est-ce qu'on peut le retravailler. Donc, il y a le concours Fixia. Effectivement, il y a aussi un concours Librinova sur du feel good. Donc là aussi, sur un manuscrit, peut-être qui est un petit peu dans mon disque dur, qu'il faudrait peut-être reprendre, mais qui pourrait le faire. Et j'ai toujours cette histoire et je promets à Laura que Je fais elle a passer. commencé à être écrite, c'est ça, voilà, et que normalement, je vais profiter de mes vacances. Je dis ça à chaque fois, mais là, cette fois-ci, c'est vrai. Je profite de mes vacances pour la terminer et pour pouvoir l'envoyer à Whisperies sur le projet dont tu avais parlé, Laura. Et justement, en parlant Donc, un ça va. petit peu de Whisperies, peut-être, est-ce que vous avez une histoire préférée que vous avez écrite sur Whisperies? De cœur, c'est toujours la petite goutte parce que c'est la première et c'était vraiment. Et sinon, c'est le voyage. D'Anatole? Oh Oh, là, c'est d'Octave. la honte à moi. Ouais, le voyage d'Octave, parce que celle-là, elle a été écrite avec mon fils. Et vous avez Donc procédé voilà. comment, du coup, pour écrire avec votre fils? Ah ben, c'est justement, on a fait, c'est comme je disais en fait, je commençais un petit peu, je m'arrêtais et lui il continuait et je reprenais parce que comme il était petit à l'époque, ça avait tendance à se dire bon ben voilà, il me disait un truc et là c'est fini. Je dis non non, là c'est pas fini, on reprend un petit peu, donc on faisait des rebondissements et c'est comme ça que le pauvre Octave se retrouve un peu dans des situations un peu compliquées pour lui, mais voilà, c'était sorti tout droit de l'imagination de mon fils à l'époque. Donc c'est vrai que ça aussi, c'était une petite collaboration tous les deux, à laquelle j'aime bien référer de temps en temps. Et puis pareil aussi, les dessins, c'est fait à la maison, donc Mais c'est oui. une histoire, voilà, c'est aussi une histoire familiale, celle-là. Si vous ne savez pas quoi lire ce soir à vos enfants, du coup, ce sera l'extraordinaire voyage d'Octave sur Whisperies. C'est ça. Et quel est votre roman préféré? Celui que vous avez préféré écrire, peut-être, pour les adultes cette fois? Celui que j'ai préféré écrire, alors peut-être pas préféré, celui sur lequel je me suis plus amusée, finalement, c'est mon premier roman, qui est ouais, un portable, un charreau, un portable et un inconnu. Euh, Parce que finalement, c'était le premier, c'était la découverte. C'est un peu ça aujourd'hui que je retrouve, mais j'avais aucun complexe. Alors du coup, j'écrivais et puis voilà, ça pouvait être peut-être des fois absurde, des fois pas, et c'est vraiment été vraiment celui-là qui reflète peut-être le plus voilà mon envie d'écrire et ce que je voulais et ce que je voulais sortir et faire passer comme idée, parce que Hmm. voilà, il n'y a pas forcément de message fort, il n'y a pas forcément, mais c'est vraiment, et c'est peut-être un peu ça ce que je disais que j'avais perdu et que je retrouve aujourd'hui avec la théorie de la crêpe au chocolat. Bon, Donc, une renaissance donc. c'est ça, tout à fait. Et une autre question, est-ce que vous avez d'autres passions, peut-être, à côté de l'écriture? Alors non, parce alors l'écriture c'est très chronophage. C'est vraiment une passion, vraiment. Non, parce que j'y passe vraiment tout mon temps. Donc il y a quand même la lecture, parce que voilà, c'est
c'est quand même quelque chose qui est important parce que quand on est auteur, de lire aussi les autres, ça nous permet d'affûter notre plume, de voir un petit peu les mécanismes qui sont faits. Et puis, ne serait-ce que pour le plaisir de lire. Donc, c'est important voilà, de découvrir des histoires. Donc, c'est vrai que mon premier amour, ça a quand même été la lecture. Aujourd'hui, je délaisse peut-être un peu au profit de l'écriture. Non, sinon, je suis assez éclectique et je peux passer enfin, pendant un temps, j'ai appris le coréen, puis après, je me suis mise à la guitare. Et puis, donc voilà, j'aime bien découvrir de nouvelles choses. Donc, j'ai pas vraiment une passion. Voilà, le fil conducteur, ça reste lecture, écriture. Mm. Et après, à côté, quand j'ai un peu de temps, je fais un peu d'autres choses. D'accord. Et peut-être que vous avez un dernier livre que vous avez aimé à nous mentionner? Oula, c'est très longtemps en fait, que j'ai plus lu. Mon dernier coup de cœur, ça remonte à l'année dernière, effectivement, mais c'était une histoire pour adultes. C'était, là, ça s'appelait Le rêve de nos mères, qui est une histoire qui est éditée chez Charleston, qui en fait raconte l'histoire. Pareil aussi, ça se passe en Angleterre au début des années 1900. Un peu, ça me rappelait la série que j'aimais bien, Downton Abbey. Mm. Et du coup, voilà, toujours ce côté un peu anglais. Donc ça, c'est une histoire que j'avais beaucoup aimée. D'accord. C'est vrai que depuis le début de l'année, je lis beaucoup moins. Donc c'est vrai que j'ai plus trop eu l'occasion de découvrir de nouvelles histoires. Bon, un mal pour un bien, puisque vous écrivez. Donc, C'est ça, c'est ça, donc on comprend mieux peut-être d'où viennent votre passion, enfin d'où vient votre passion pour l'Angleterre, l'Amérique, les prénoms c'est américains. ça, tout à fait. Ah, maintenant, je suis bercée effectivement par les téléfilms, comme je le disais au départ, téléfilms américains, téléfilms de Noël. On a tous un peu comme ça. Oui, j'imagine. C'est un Moi peu aussi, hein. bercé par ça. Je vous C'est ça, avoue, c'est un petit peu mon péché mignon de Noël. Alors, c'est ça. bah écoutez, pour ma part, j'ai plus de questions. Est-ce que peut-être dans les commentaires, n'hésitez pas à poser vos questions en attendant. Peut-être vous avez un petit mot à rajouter, Aurore, ou pas du tout. Non, non, en tout cas, voilà, merci pour cette opportunité. Ça faisait plaisir d'échanger. Bah, merci à Oui, vous. n'hésitez pas si jamais voilà, vous avez des questions. Non, je remercie toutes les personnes qui sont là. Et voilà, Euh, ça fait toujours plaisir. Peut-être pour le mot de la fin, est-ce que vous avez un conseil pour ceux qui voudraient se lancer, pour les débutants, les passionnés d'écriture? Je pense que croyez-y, faut y aller. C'est vraiment, voilà, alors, c'est compliqué parce que bon, pour l'avoir vécu récemment, enfin, quand on a des refus des maisons d'édition, c'est vrai que c'est dur parce que c'est un travail d'une année, et pour certains de 1 an, 2 ans, de certains 10 ans. Mais voilà, si votre histoire elle plaît un peu, alors autour de vous, alors, pas forcément les parents qui des fois sont pas forcément tout à fait Pas objectif. vraiment objectifs, voilà. Mais si jamais voilà, vous avez des personnes qui sont intéressées à qui votre histoire a plu, elle plaira à quelqu'un. Peut-être pas aujourd'hui, peut-être pas demain, mais à un moment ça pourra peut-être le faire. Donc faut jamais lâcher et ça peut ouvrir des opportunités. Et aussi, il faut aussi, alors ça des fois, il faut aussi être flexible quand il y a plusieurs personnes qui vous disent, alors même si ça vous a plu, c'est votre bébé, ce passage ne va pas, il faut écouter parce que ça peut être, voilà, si jamais plusieurs personnes trouvent que ça va pas, ben, globalement, c'est qu'il y a un problème. Il faut savoir se remettre en question, même si des fois c'est dur. Moi, ça m'est arrivé d'avoir écrit 30 pages, c'était que le début, donc on m'a dit, ça marche pas, il y a un truc qui va pas, c'est trop lent, etc. Bon, ben, ces 30 pages, elles se sont résumées à deux Aïe. pour que l'action démarre plus vite. Et donc, voilà, ça fait quand même. Alors, c'était pas 500 pages, donc ça allait. Mais là, il faut se dire, bon, ben là, faut couper, là, faut enlever. Il y avait des passages qui me plaisaient, mais on m'a dit, ça sert à rien dans ton histoire. Donc, il Oui. faut enlever. Voilà, je pense, que c'est de la résilience. Voilà, c'est vraiment vivre sa passion et être à l'écoute aussi de ce qu'on peut dire aux autres, de ce que les autres peuvent nous dire. Et voilà. Et après, on arrive toujours à trouver. Voilà, chaque roman arrive à faire son petit chemin. Hmm. Un très beau message de fin en tout cas. Merci. Oui, 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 je suis totalement d'accord avec vous, hein, pour les auteurs débutants, il ne faut pas lâcher, trouver le bon éditeur, bien s'entourer surtout, et croire en ses rêves, comme vous l'avez si bien dit juste avant.
C'est ça. Donc, je ne vois pas de questions en commentaire. Donc, si vous n'avez plus de questions ou de petits mots de la fin, on va pouvoir se quitter. Ouais, écoutez, je vous remercie, je vous souhaite une bonne journée. Mais je vous remercie beaucoup d'avoir été parmi nous, Aurore Chatra. Merci pour votre Merci. enthousiasme. Si, et puis à bientôt. À très bientôt. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Au revoir tout le monde. Bonne journée. Au revoir.